Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Merci de regarder votre magazine avec Floride. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur Christian Bossembe, qui est notre invité et qui va faire le point avec nous dans cette émission pour parler à la fois de sa structure, de cette institution, mais également de toutes les questions que vous avez posées en rapport avec les missions et fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Monsieur Christian Bossembe, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Merci beaucoup, cher Floride. C'est avec beaucoup de considération que je viens à répondre à cette émission par d'abord le respect pour le travail que vous faites, que j'apprécie énormément. Et donc, je pense que nous allons passer des moments plutôt agréables. Et voilà, donc j'apporterai des réponses aux questions que vous allez poser. Donc, notre émission, déjà, je veux dire, ne sera pas retirée des médias. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Si du moment où vous faites votre travail, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, je préfère commencer cette émission, parler d'abord de vous. OK. Monsieur Christian Bossembe, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours scolaire, académique? Okay. Parce qu'après cette question, il y en a encore d'autres qui vont venir. Alors, je suis né à Goma, donc à l'hôpital Osakaf. Puis en 96, je pense que la guerre va éclater, vous le savez. Et je vais donc devoir rejoindre, en fait, aller avec mon père de Goma, ma ville natale, à l'Équateur, la ville de mon père. Donc, je vais grandir là-bas. Et c'est là que je vais intégrer en 98, si je me trompe. Oui, 97. 96, ça éclate. 97, nous quittons Goma, mais dans des conditions beaucoup plus scandaleuses, puisqu'on a fui la guerre. On est allé à Minova, Bunga, Vichumvi, Kanyabayonga, tous ces coins-là. Nous sommes passés par là. Et donc, on va se retrouver à l'Équateur. Mais on a pris un avion parce que ça ne marchait plus. Papa, il fallait que papa parte, parce qu'il était un Équatorien, ciblé, capitaine à l'époque, donc militaire, commandant de la ville. Il fallait quitter la ville en catastrophe. Donc, on est parti. On est parti de là. Nous allons arriver à l'Équateur, où je vais passer finalement 14 ans là-bas. À l'Équateur? À l'Équateur. Je fais toute ma vie, donc toute ma vie, et je le dis, même s'il fallait recommencer, je recommencerai là-bas. Donc, je fais toute ma vie là-bas. Je fais l'école, le groupe scolaire, là où a étudié Mobutu. Donc, je fais là l'Iboké Moko. Je fais les perroquets, qui est devenu Institut Nkoso. Je fais les Songa Lianza, qui est les collèges. Et puis, je suis allé à l'Institut de Mbandaka, où j'ai raté une fois les diplômes, puis j'ai récupéré après. Et puis, j'ai fait l'UNIMBA, l'Université de Mbandaka, où j'ai fait le droit. Parce qu'avec mon père, c'était un grand combat. Moi, j'étais déjà appelé à faire le journalisme à l'époque. Je voulais bien faire le journalisme. Mon père ne voulait pas du tout. Parce que pour lui, qui allait garder... Donc, c'est un désir que vous aviez déjà avant d'embrasser l'université? Depuis très longtemps. Je voulais bien faire le journalisme. Mon père ne voulait pas, parce que lui, il est avocat. Maintenant, il est bâtonnier. Alors, c'est l'héritage qui va garder la legacy si tu partais. Legacy. Alors, il voulait bien garder ça. Donc, du coup, il fallait que quelqu'un se sacrifie. Donc, j'ai dit, OK, j'abandonne la voie je ne fais pas l'université, je ne fais pas le journalisme, donc je fais le droit. Et on s'entend avec mon père, un contrat bien ficelé, donc tu n'échoues pas, tu continues, tu finis, et puis tu vas faire le journalisme après. Mais quand vous avez fini en droit, et que une fois que j'ai terminé en droit, je fais les premiers cycles à Mbandaka, le deuxième cycle, je vais le faire à Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Quand je termine à l'UNIKIN avec une distinction, mon père me dit, voilà, donc voilà, il fallait le faire. Donc l'avenir est bien taillé pour lui. Alors pour lui, il faut que tu reviennes faire le droit, disons faire le barreau maintenant. Alors je reviens à l'Équateur où j'ai fait mon test de barreau, encore une fois avec une distinction. Il dit, mais voilà, donc reste, ce sont les signes de Dieu. Je veux que tu restes avocat. Et donc je continue. Mais maintenant, je me cachais pour faire le journalisme parce qu'il ne fallait pas que papa sache. Donc j'avais trouvé un autre nom, on m'appelait Puvert Chamcha à l'époque. Donc à la radio, j'étais Puvert Chamcha. À la maison, j'étais Christian Bossembe, donc papa ne savait absolument rien. Et quand je viens à Kin, voilà, je vais... un surnom pour cacher cela à votre père? Oui, je cachais. Il ne fallait pas qu'il sache, parce que ça allait être un affront et je ne voulais pas affronter un ancien militaire. Personne ne le voudrait, en tout cas. Et donc, du coup, je vais finalement me retrouver ici à Kin. Et le journalisme, vous le faisiez où? À Mbandaka, j'ai fait plusieurs radios. Je me rappelle, je commençais Formation sur le tas ou vous étiez dans... sur l'État. Okay. En tout cas, sur l'État. J'ai appris vraiment sur l'État. Et je peux vous donner 2-3 personnes qui m'ont inspiré. Il y a eu Claude Siard, d'abord pour le côté animation. Et puis, il y a eu David Poujadas. Bon présentateur du journal. Très bon présentateur. Et je faisais ça. Mais au Congo, il y avait un monsieur qui s'appelait Cédric Kalambay. Il était à Radio Capi. Nous, en province, ce qui se passait à Kin, c'était vraiment de référence. Et on n'avait que ça comme la Radio Capi. Donc, du coup, une fois que je les écoutais, et puis je suivais. Et puis après, il y a un autre... Mais celui-là, c'était un talent. C'était Nico Kalambay. C'était vraiment un talent, une étoile. Alors,
incroyable. Alors, quand j'arrive à Kin, et c'est là que je vais finalement me dire, mais je peux faire les deux. J'ai fait les deux en Bandaka, je peux faire les deux. Maintenant, je suis ici, papa n'est pas là, donc je peux maintenant m'assumer. Et c'est là que je vais finalement faire l'Unikin, je fais le droit, mais en même temps, je fais la télé. Et la télé, c'est où je le fais à Africa Télévision, après avoir été refusé par toutes les chaînes des Kin. Et puis après, on va... On vous a refusé. Toutes les chaînes. Pourquoi? Parce qu'on estimait que vous étiez un juriste. Non, pas forcément. À ce moment-là, on s'est dit... La raison principale, c'était d'abord parce que je viens de l'Équateur et que sur mon CV, il était inscrit, j'avais fait 5 ans d'expérience. Okay. Pourtant, ce qui était vrai. Mais dans l'imaginaire des Quinois, à l'Équateur, il n'y a pas de radio, donc c'est faux ce que j'ai fait. Pourtant, c'était vrai. Et donc, Africa TV va m'ouvrir les portes. Et c'est là que je vais commencer avec Bonjour Africa. Et il y a un confrère, Israël Moutombo, avec qui on a commencé. On a été recrutés le même jour. Nous tous les deux. Israël Moutombo qui est devenu... Oui, qui est devenu Sango. Et donc, du coup, on n'a pas la formation de journaliste, ce qui est écœurant. Nous réussissons à ces tests. Ouais. Et nous commençons à faire le boulot. On a appris sur l'État. Et ce qui a fait que... L'avantage, c'est que vous maniez facilement le français. Je ne sais pas si c'était pour ça, mais en tout cas, j'avais... En fait, je crois que ce qui manque à plusieurs personnes, c'est on va dire, l'envie de réussir. La passion. Oui, cette passion, cet amour. L'abnégation aussi. Moi, je n'avais pas de plan B. Je n'avais qu'un seul plan A, c'était de réussir. Donc, je n'avais pas une autre... Il n'y a pas d'alternative. Je dois réussir. C'est vrai qu'on me rappelait que tu n'es pas journaliste. Mais qu'est-ce qui vous attirait autant à faire le journalisme alors que c'est un domaine qui ne paye pas? Sinon, vous seriez un éminent avocat. Éminent, je ne sais pas, mais je suis un avocat. Oui. Parce qu'on dit on est avocat, on meurt avocat. Oui. Et donc, du coup, ce qui m'a poussé vraiment à faire le journalisme, c'était je voulais parler, je voulais raconter ce que je faisais, ce que je voyais, ce que je pensais. Je voulais apporter ma manière à moi de faire les choses. À la base, je suis un romancier, mais voilà, on va dire amateur. J'écris des romans et mon besoin, c'était de raconter ces romans-là. Et ces romans, c'était de pure fiction dans ma tête et je le faisais comme ça. Et vous l'avez fait d'ailleurs en format télévision avec vos vidéos qui ont fait les tours des réseaux sociaux. Et c'est ce que je voulais faire. Oui. Et donc, du coup, je ne trouvais pas un autre moyen que de le faire. Africa TV, ça marchait, mais malheureusement, on va me virer de là pour mes convictions politiques, parce qu'ils estimaient que voilà, c'était la chaîne qui appartenait à M. Rouberoy, qui était donc proche de M. Kabila, et que moi, j'étais très contre cette manière de faire les choses, donc ça ne pouvait pas marcher. On m'a viré de là. Vous étiez de l'UDPS à l'époque? Non, pas du tout. Je n'étais pas de l'UDPS vraiment à l'époque, mais j'étais plutôt de l'opposition à l'époque. Ça, je reconnais. Mes convictions étaient beaucoup plus proches à celles de l'opposition. Et à la RTGA, vous avez subi le même sort? C'est encore pire à la RTGA. Mais là, je comprends la RTGA, c'était parce que voilà, les patrons étaient un cacique du FCC. Et vous, tout le matin, vous dites que le pouvoir, il est ceci, il est cela. Des critiques assez je veux dire, assez... Et vous êtes parti de là à cause de ça? Oui, je suis parti de là à cause de ça, effectivement. Et il faut rappeler que la DG ne voulait pas que je parte. Hein, la fille du DG, elle ne voulait pas. C'est une dame formidable. Elle ne voulait pas. Mais malheureusement, elle a tenté. Mais il n'y avait pas de concession. Il n'y a pas de concession. Parce que finalement, moi, je devais me plier à la volonté, à la ligne éditoriale, ce qui est professionnellement acceptable. Ouais. Mais en termes de conviction, je ne voyais pas voilà, donc glorifier le régime à l'époque. Donc finalement, je suis parti et je vais ouvrir ma propre boîte en 2019. Je ferai ma propre boîte, ça va être Congo Buzz. Donc, s'il faut revenir, ça va être Radio Ekanga de Ndundu, Radio Liberté de Jean-Pierre Bemba, Radio Issoukafaya, non pas Issoukafaya, mais plutôt Radio Sarah de Baende. Après, je viens à Kin, je fais Africa Télévision, RTGA et puis Congo Buzz. Voilà. Très bien. Alors, ça veut dire que vous êtes journaliste aujourd'hui, avant que vous ne deveniez président du CESAC. Vous êtes un journaliste qui n'est pas passé par une formation classique. Non, pas du tout. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'IFASIC. Et je n'ai pas eu cet avantage, je n'ai pas eu cette chance. Et voilà, donc j'ai appris sur l'État. Et à cette époque-là, vous-même, vous vous considériez comment? Animateur, chroniqueur ou journaliste? Naturellement, je suis plutôt humble. Je ne me suis jamais considéré comme journaliste formel. Parce qu'après... c'est l'humilité ou bien c'est le principe? Ou la norme? Bon, je ne sais pas, mais... S'il faut parler de la norme, ça veut dire le droit. Le droit veut que je sois reconnu comme journaliste puisque je tire l'essentiel de mes revenus dans le travail. Mais s'il faut parler professionnellement, je ne me retrouve pas dans le carcan puisque j'estime que pour être journaliste, vous devez avoir reçu une telle formation et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas réussi ça. Et donc, par humilité, je ne m'appelle pas journaliste. Donc, du coup, je me contentais de dire je suis présentateur des émissions. Et même quand à la RTGA, j'ai présenté les journaux, je me disais toujours, je faisais rire mon aîné Kidinda,
qui m'appelait fièrement journaliste. Moi, je disais, je suis présentateur de journal. Il dit, mais c'est la même chose. Je dis, écoutez, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Mais puis, dans l'environnement dans lequel on a évolué, c'était un environnement beaucoup plus hostile, qui te rappelait assez souvent que tu n'es pas journaliste, que tu es un juriste, ainsi de suite. Mais bon, après, c'est un débat inutile quand on sait que le meilleur journaliste, parmi les meilleurs journalistes, il y en a qui n'ont pas fait les journalistes. Ok. On est beaucoup d'ailleurs. Parfait. Mais on n'est pas venu parler de ça aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On va parler du CESAC. Alors, aujourd'hui, vous êtes président du CESAC. Pour les communs mortels qui nous suivent en ce moment, c'est quoi le job? C'est quoi le travail du CESAC? Essayez de prendre des exemples avec des termes de jargon un peu plus compréhensibles pour que ceux qui nous suivent également, ici et à l'étranger, puissent comprendre. C'est quoi le job du CESAC? Alors, je fais 2 formats. Le premier, il est simple pour tout le monde. Nous sommes le roulage des TV, les roulages de la télé ou des médias, si vous voulez. Nous contrôlons le contenu. Nous sommes, à la limite, l'OCC de la télé. Nous regardons ce qui est bien, nous félicitons, ce qui est mal, ce qui est impropre à la consommation, eh bien, nous sanctionnons. Mais nous donnons la permission aux télés d'exister, à la radio d'exister. Nous contrôlons les contenus. Vous donnez un avis avant la création d'une chaîne de télévision? Avant la création, nous sommes la porte d'entrée. Donc, c'est nous qui décidons si vous allez passer ou pas, si vous allez émettre ou pas. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, en RDC, s'il y a de la pourriture au niveau de médias, c'est aussi de la responsabilité du CESAC. Il faut assumer le passif et l'actif. C'est vrai que s'il y a des dérapages au niveau de la télévision aujourd'hui, dans ce qui est de la télévision aujourd'hui... En termes de qualité, crédibilité, pertinence, la responsabilité, c'est vous. Oui, le CESAC en est pour beaucoup. Mais est-ce que le problème, il est... lequel CESAC qu'on parle? L'institution, oui, puisque c'est depuis 2011. Mais on parle de l'institution, bien sûr. Oui, l'institution, c'est fait 2011. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre la vie de chaque animateur, de chaque mouvance, de chaque période. Le travail du CESAC, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il y a de mauvais. On évite ce qui est mauvais, on encourage ce qui est bien. Mais l'environnement dans lequel on évolue, on ne peut pas attribuer le problème qu'au CESAC seulement. Puisque l'environnement, déjà lui-même, il est conflictuel. Il y a une redondance institutionnelle. Vous avez à la fois le ministère de la Communication, et vous avez le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puis vous avez l'ARPTC de l'autre côté. Oui. Vous avez comme ça plus de 3 organes qui œuvrent dans un même secteur. Et il y a complémentarité dans ce que vous faites comme travail. Oui, quand vous rencontrez des gens civilisés, il y a complémentarité. Mais quand vous rencontrez des gens qui ne sont pas civilisés, eh bien, il y a chevauchement. Ce qui n'est pas le cas pour moi maintenant. Mais qu'est-ce qu'on dit en principe? Ailleurs, par exemple au Canada, en France, ailleurs, vous trouverez tous ces services dans un seul service. L'ARCOM, en France, gère ce problème-là. Donc, si l'ARCOM veut vous déconnecter, en tout cas, elle n'a pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais nous, si nous avons besoin de vous déconnecter, nous demandons au Renatelsat de le faire. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça qui rend la tâche aussi difficile. Oui, qui pouvait rendre la tâche aussi difficile. Oui. Mais puisque jusque-là, le directeur de Renatelsat s'est plutôt bien comporté, on n'a jamais eu de problème. Quand on veut déconnecter un média, ça passe. Donc, si je comprends bien, votre travail dépend aussi de la bonne collaboration qui pourrait exister entre les chefs de ces structures-là. Exactement. Parce que si vous n'êtes pas en bon terme, ça ne marchera pas. Parce que moi, je vais dire que ce média ne peut pas passer, et lui, il dira que ce média va passer. Donc, nous pouvons faire une note, on dit, bon, on déconnecte tel média, lui, il ne déconnecte pas. Mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je veux dire que notre boulot, c'est plutôt celui-là. Mais d'un point de vue beaucoup plus grand, ce n'est pas que ça. Le CESAC a pour rôle de promouvoir la démocratie, protéger la culture congolaise. Voilà, donc, encadrer l'unité nationale. Donc, vous n'êtes pas une institution politique. Je vais bien dire, nous ne sommes même pas une corporation de journalistes. C'est pourquoi les débats qu'il y avait avant, Bossembe n'est pas journaliste, qu'est-ce qu'il fait au CESAC? Ce que les gens n'ont pas compris. Parce que le CESAC, ce n'est pas une corporation de journalistes. Vous allez vous étonner si un avocat arrive à être président de l'UNPC. Là, ça peut vous offusquer. Donc, mais pas tel que vous êtes là, de formation juriste, ça ne pose aucun problème d'être à la tête du CESAC. Ça aurait posé des problèmes si j'étais journaliste sans formation de journaliste, sans formation de juriste. Ça aurait posé un vrai problème. Puisque c'est ça qu'on nous ne rédigeons pas les cahiers des charges. C'est pas au CESAC où on montre comment on présente une Les cahiers des charges viennent de chez. Ça vient de. Les cahiers des charges, c'est au niveau du ministère de la Communication. Oui. C'est eux qui définissent la politique de la communication. Mais nous regardons simplement le contenu. Et nous sommes un organe, je veux dire, entièrement des lois et de procédures. Qui est mieux placé qu'un juriste sur la question? Et lorsque je parlais avec les autres présidents Donc c'est beaucoup plus facile ce travail à un juriste.
beaucoup plus facile parce qu'il comprend. Il comprend les interprétations. Je comprends la procédure. Quand je parle avec les autres présidents des organes de régulation en Afrique, ben, je crois un m'a fait rire en me disant, mais vous avez des débats quand même assez creux chez vous. Vous posez la question s'il faut qu'il y ait un journaliste ou un juriste. Mais partout en Afrique, il n'y a presque pas de journalistes comme président de régulation. Il n'y en a presque pas. C'est des anciens ministres, c'est des anciens députés, c'est des anciens avocats, c'est des magistrats à la retraite. Rien à voir avec les journalistes. Mais ici, chez nous, au Congo, on a ce débat-là qui n'a rien à voir. Voilà, on va évoluer. Qui n'a pas de queue. Donc, le boulot, il est plutôt celui-là. Nous, ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous voulons, c'est qu'aucun parent ne soit heurté en suivant la télévision. C'est d'ailleurs la question. Voilà, Entre parenthèses, avant de revenir à la question principale, est-ce qu'aujourd'hui, je peux regarder très calmement un programme ou des programmes sur les chaînes qui sont diffusées en République démocratique du Congo avec les parents sans pour autant que j'en sois heurté? Nous sommes en train de faire un travail important sur la question. Pour l'instant, vous serez légèrement choqué. Mais il n'est pas possible que vous soyez choqué. C'est dubitatif votre réponse, ça veut dire que je peux être choqué. Oui, vous pouvez être choqué, parce que vous mais ne pas faites... deux fois. Parce qu'une fois que vous serez choqué, nous le saurons et le programme va changer. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était qu'on pouvait être choqué plusieurs fois par la même personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous êtes choqué une seule fois et puis c'est fini. Aujourd'hui, ça se passe comment? La question. Aujourd'hui, nous avons un centre de monitoring beaucoup plus performant et beaucoup plus outillé sur la question. Et intense. Oui, très intense en tout cas. Oui. Et on dit même très sévère. Oui. Parce que si nous tombons sur une image dans nos monitoring et c'est parce qu'il y a eu de dérapage important, on arrête tout de suite. Des images érotiques, par exemple. Oui, érotiques, si ça passe dans les heures qui conviennent, il n'y a pas de problème. Mais érotique, dans les heures, voilà, considérées comme les heures où ça ne devrait pas passer, eh bien, on agit rapidement. C'est quoi la sanction qui s'ensuit? Ça part de 1 à 90 jours, dans les cas extrêmes. Mais ça peut partir aussi à la suppression définitive du programme ou du retrait temporel ou définitif du signal, comme ça a été le cas avec... Je vais prendre une question d'un journaliste, d'un grand journaliste de ce pays. Je ne préfère pas citer son nom. Ah, mais vous pouvez, je n'ai aucun problème. Je ne préfère pas citer son nom. D'accord. Je cite son nom. Allez-y. Monsieur Dimandja Wembi estime que vous êtes un service technique. Vous donnez des avis et qu'il n'appartient pas au CESAC de fermer une chaîne de télévision. Répondez à cette question. C'est ça le plus grand problème lorsqu'un maçon veut parler de la Constitution. Non, celui-là n'est pas un maçon. Non. Cet exemple-là ne cadre pas. Peut-être que vous n'avez pas compris. Oui. Pour dire que lorsqu'on est journaliste et qu'on n'est pas juriste, on ne saura pas apprécier la loi. On ne sait pas apprécier la loi. Lorsque vous êtes cordonnier et que vous voulez interpréter la Constitution, on aboutit généralement à des raccourcis comme ça. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Et on a tellement mal de nous dire des vérités. Lorsque les gens disent c'est un organe technique, si vous le demandez, démontrez-le par la loi. Ça va être compliqué. Et des gens comme ça, pour la plupart des cas, n'ont même pas lu notre loi. Ils n'ont même pas lu. Je ne parle pas d'autres ouvrages, mais seulement de notre petite loi. Ils n'ont pas lu. Mais bon, ils se permettent quand même de dire des choses. Et c'est ça notre... Alors, fixez-nous. Alors, donc, vous comprenez que ce n'était pas dans le cadre, dans ce cadre-là. Allez-y. Voilà. C'est pour dire tout simplement que nous sommes à la fois un organe technique, un organe administratif, et nous sommes le juge des médias. Ah bon? C'est nous qui apprécions ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est nous qui apprécions. C'est une exclusivité du CESAC. Ce n'est même pas le ministère de la Communication, ce n'est même pas la primature, ce n'est même pas la présidence, ce n'est pas l'Assemblée nationale ni le Sénat, c'est le Mais CESAC. cette appréciation ne va pas restreindre les libertés à l'accès à l'information, les libertés. Encore une fois, c'est nous qui décidons de ce qui doit être une liberté ou pas. Ah je vous explique. Le juge de l'ordre public dans le média, c'est le CESAC. Ce n'est même pas le parquet. Le juge. Le juge, c'est nous. C'est nous qui apprécions que l'ordre public a été troublé dans les médias. C'est nous qui le faisons. Et les parquets, les autres organes vont s'appuyer sur ce que nous allons dire. On nous appelle un conseil. On ne s'est pas arrêté là. On dit supérieur. Ça veut dire qu'en dehors de nous, il n'y a personne qui peut faire un conseil que nous. Au même point que le conseil économique et social. Oui, c'est le conseil économique. Quel est cet organe qui peut encore conseiller utilement le pays en économie si ce n'est pas le conseil économique? Quel est ce conseil qui peut encore conseiller le gouvernement utilement si ce n'est pas le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication que nous sommes? Donc le problème, c'est que les gens... Moi, j'ai compris une chose. Les gens veulent le désordre. Et quand quelqu'un amène de l'ordre, ça choque. Et ça, moi, je peux comprendre ça. Oui. Les souris ne voudront pas d'un chat. Pas du tout. Même si le chat dit qu'il est gentil, ils ne voudront pas.
même les chats convertis, ils ne voudront pas. Parce qu'ils savent que le réflexe peut toujours venir. Oui. Et c'est ça le problème avec nous autres. Donc, le CESAC, ce n'est pas à un journaliste, grand soit-il, de nous dire que vous êtes un organe technique et ce n'est pas à vous de. Non. Si vous êtes un grand journaliste, en réalité, vous allez dire, conformément à l'article tel, vous ne pouvez pas. Et même quand vous dites ça, il faut avoir de l'humilité parce qu'il y a des gens qui interprètent théologiquement, sémantiquement, Mieux que vous. grammaticalement, le texte mieux que vous. Un peu d'humilité, ça ferait l'affaire. D'accord. Alors, vous donnez des avis techniques, des avis, et pour la création d'une chaîne de télévision. Mais vous avez permis aujourd'hui la création de chaînes qui n'ont pas de contenu. Oui. Et aujourd'hui, vous en êtes responsable aussi. Pas du tout. Il y a la responsabilité est partagée. Nous n'accordons pas les fréquences. Nous accordons les avis. Et comment nous faisons? Ça veut dire quand un média vient, il nous dit, bon, voici notre nomenclature. Nous disons que il faut avoir un siège, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Et une fois que vous respectez notre critérium et que vous êtes dans les critères, c'est automatique. Vous avez Il faut durcir. Maintenant, ça c'est ce qu'on a trouvé. Oui. Maintenant, nous avons Mais fait vous des êtes réformes. là pour venir avec des réformes. Et c'est exactement. C'est pourquoi dans nos réformes, nous nous sommes dit en 2024, nous n'allons pas nous arrêter qu'à la déclaration des documents. Il faut qu'il y ait une commission pour aller voir si réellement vous avez un studio, si réellement vous produisez. Et dans vos productions, nous devons nous rendre compte que c'est des productions originales, pas des productions copiées, pas des pirateries. En fait, pas le piratage. Parce que nous sommes. Il faut produire. Il faut produire plus ou moins 80% de vos productions. Et ça, c'est ce qui est. Parce qu'aujourd'hui, vous avez accordé à des chaînes de télévision qui fonctionnent sur base d'un laptop. Mais bien sûr, les laptopeurs, comme on Le disait. laptopeur, évidemment, est diffusé. Oui. Ça, c'est de votre responsabilité. Non, ça n'existera plus. Non, la fréquence, c'est pas nous qui donnons la fréquence. Oui. La fréquence, c'est le ministère de la Communication avec la RTPC. Si je me trompe de la procédure, mais en tout cas, c'est ça. Nous ne donnons que l'avis favorable. Ça veut dire que nous disons, ce média, au regard des informations qu'ils nous ont apportées, ce média peut travailler, peut fonctionner. Mais alors, maintenant, au niveau du ministère, qui est un organe technique, et de l'autre côté, la réglementation va maintenant voir, est-ce que vous avez un plateau, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela. Mais maintenant, pour contourner cela, puisque nous avons remarqué qu'il y avait ce problème-là, pour contourner cela, nous aussi au CESAC, nous nous sommes dit, non, nous devons mettre en place une commission qui va aller vérifier la viabilité. Parce que nous avons une commission chez nous qui est socioculturelle qui va aller finalement voir la viabilité des médias. Est-ce que ce média est viable? D'abord, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que ça répond à des conditions? Est-ce que c'est enregistré à la sécurité sociale? Et toutes ces questions-là. Donc, le travail que nous allons faire, c'est pourquoi je vous dis... Et ce travail-là sera fait quand? C'est déjà en train d'être fait. La réunion d'hier avait tout déterminé, donc c'est ce qui va se passer. Alors, quel est le contenu que vous donnez par viabilité? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des médias qui existent, mais qui ne payent pas les journalistes. Même quand la manne tombe dans ce média, ils ne payent pas. Est-ce que là aussi, c'est le rôle du CESAC? Bon, je veux dire oui et non. Oui. C'est un rôle d'appréciation. Oui. Mais il est pour nous important que le média soit viable. Un média viable, comme vous le savez, je ne vous apprends pas, c'est un média qui répond à toutes les conditions, toutes les exigences. Il faut bien payer les gens, il faut bien rémunérer. Régulièrement. Régulièrement, il faut avoir le contrat de travail, il faut avoir une garantie au niveau déjà plus ou moins de la banque. Les gens doivent, votre média doit avoir un gage. Au cas où vous tombez en faillite, que le travailleur ne souffre pas de votre mégestion. Donc, nous travaillons aussi sur cette question. Et au-delà de ça, nous travaillons aussi pour régler le problème parce que généralement, aujourd'hui, les médias n'ont pas de publicité. La manne publicitaire s'est arrêtée. Le marché il est tellement réduit, beaucoup de médias, ils ne savent pas se le partager. Oui, bien évidemment. Maintenant, il faut travailler sur la question. Et comment on fait? Et ça, c'est avec le gouvernement qu'on est en train de prendre langue. Et je crois qu'on va travailler efficacement sur la question. Voilà. Mais au même moment, en République démocratique du Congo, il existe, je ne sais pas si vous avez cette compréhension-là, au CESAC, des médias dits du pouvoir, des médias de l'opposition. Et quel est le traitement que vous accordez à ces médias selon que vous savez que ces médias-là sont du pouvoir et l'autre de l'opposition? Parce que on dit que vous accordez plus les facilités ou que vous fermez les yeux pour les médias du pouvoir. Alors, je ne sais pas. Ce qui a tué ce pays, c'est aussi les on-dit. Mais revenons sur la question on ne va pas se le cacher, cher Floride. Partout au monde, les médias du pouvoir existent. Les médias de l'opposition existent. Sinon, Donald Trump n'allait pas avoir de problème avec CNN et les autres. Chaque média est libre de choisir un camp politique. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on ne va pas sacrifier la profession. C'est ça ce que nous ne voulons pas.
Mais maintenant, nous, c'est ça. Comment nous regardons le média? Nous regardons le média en termes de leur production. Nous ne regardons pas le média en termes de leur appartenance, parce que ça ne nous concerne pas. Que vous appartenez à tel ou à tel, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'est-ce que vous produisez. Si vous produisez de la haine, on fermera votre média. Si vous produisez des contenus homosexuels, on fermera votre média. Si vous produisez des médias, un contenu qui va à l'encontre de notre identité culturelle, on va finalement fermer votre média, donc on n'aura pas d'autre choix que cela. Donc que vous soyez pro-pouvoir ou contre le pouvoir, on le fera. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas cela. On a fermé plusieurs médias sur le piratage, mais on n'en parle pas beaucoup. Plusieurs médias ont été fermés. Vous n'imaginez pas la pression. Piratage des productions. De production. Oui. De production d'ailleurs et de production des autres. Vous faites... Voilà, je vous trouve dans une condition... Je suis en train de produire. Dans des conditions extrêmement bonnes. Mais est-ce que vous allez aimer qu'une chaîne puisse diffuser votre contenu sans vous avoir appelé? Pas du tout. Vous n'aimerez pas. Et donc, nous, c'est ça que nous allons voir ça. Si nous avons votre plainte, chère Floride, nous allons travailler à ce que cette chaîne vous paye. Et en entendant que cette chaîne vous paye, nous allons fermer le média. On va suspendre la production d'abord. Et puis après, on va voir dans quelle mesure sanctionner cela. Alors, Monsieur Christian Bossembe, quelle est votre appréciation aujourd'hui du travail qui est fait au niveau de la RTNC? Il y a surmédiatisation du président de la République. Vous faites quoi, vous, le CESAC? Nous sommes en train de travailler... Vous êtes évident que le chef de l'État est surmédiatisé. Alors, il faut... Contrairement à l'opposition. Parce que l'accès doit être équitable à toutes les forces politiques. Exactement. Et c'est un travail que nous faisons. J'ai plusieurs fois rappelé la directrice de la RTNC, avec qui nous collaborons très bien, pour lui dire de trouver à l'équilibre. Et c'est ce qui a été fait pendant un certain temps. Veiller à ce que l'équilibre soit finalement, je veux dire, respecté. Mais en rentrant dans l'origine de la RTNC, l'OZRT n'a pas été créé pour informer. C'était un instrument de propagande depuis la nuit des temps. C'est dans sa genèse, c'est dans son ADN que c'est comme ça. Et nous, en tant que c'est ça que nous nous battons finalement pour dépolitiser la RTNC. Et c'est notre mission de le faire. Dépolitiser. Donc la RTNC politisée. Je vous parle de la RTNC dans son ADN. Pas la RTNC que vous voyez là, dans son ADN. Ça veut dire dans OZRT et ainsi de suite. C'est comme ça. Et ça, ce n'est pas que le problème de la RTNC, c'est le problème de tous les médias nationaux africains. Et vous allez voir le même problème que nous avons avec la RTNC. C'est le même problème que plusieurs pays en Afrique ont et connaissent. Et moi, je parle avec certains régulateurs africains. Ils me disent, mais c'est pratiquement le même problème. Mais quand je fais une recherche, je me rends compte que les présidents ne sont pas ceux qui demandent qu'il y ait leur... ça vient d'où ce zèle? Parce que quelqu'un veut plaire au chef. Ah. Ça a toujours été ça depuis la nuit des temps. Il faut plaire au chef. Il faut dire au chef comment il est grand. Mais dans ce pays, on a fait passer Mobutu dans les nuages. Et Mobutu était un dieu. Ça passait à la télévision. Vous vous rappelez? Donc, on a gardé le même tard de l'époque. Mais maintenant, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ça commence à baisser un peu. La première fois, sous notre mandat, je ne me jette pas de fleurs, nous avons ouvert la télévision pour tous les opposants. J'ai réuni tous les opposants à Fleuve Congo Tel. Je leur ai demandé, pendant la période électorale, vous avez un quota de gratuité de passer à la télévision. De façon équitable? De façon équitable. Même pour le président? Tout le monde. On a donné un nombre de minutes à tout le monde. Mais vous savez ce qui a été mon étonnement? Aucun opposant n'est venu. Aucun. Parce qu'il savait que ça n'allait pas passer. Non, mais on ne peut pas rester on va dire dans les préjugés. C'est ce qui tue le pays. Oui. Nous sommes l'organe concerné, l'organe attitré. C'est nous qui vous disons, venez avec vos reportages. Et si jamais on ne vous reçoit pas, revenez à nous. Personne. On a dit que le chef de l'État confisquait la télévision nationale, ainsi de suite. Oui. J'ai appelé la RTNC. Je demandais à la RTNC, je veux voir les factures que le chef de l'État a payées. Je veux le voir. Mais on me l'a montré. Le président a payé? Oui, il a payé. Et j'ai demandé à la RTNC. Vous le dites parce que non, mais, nous sommes sur une chaîne de télévision. Mais je l'ai dit. Je reviendrai avec une... J'ai demandé à la RTNC. Oui. Demander à tous les opposants de payer leurs espaces pour passer. Ils l'ont fait. Aucun n'a payé. Alors la faute, c'est... Parce que si on ne veut plus nous croire, nous, officiels... Ils ont diffusé sans payer. Comment ça diffusé? Non, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Personne n'est venu dire, voici mon reportage, faites-le passer. Non. La RTNC était là. Pourtant, je ne plaide pas pour la décharge de la RTNC. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, une vidéo d'une activité du président qui passe à la RTNC, ça paye. Mais ça paye. Ça, je peux vous rassurer, ça paye. Même tout ce que vous voyez à l'Assemblée nationale, mais ça paye. Ce n'est pas gratuit.
Si c'est gratuit, mais attendez, c'est pas gratuit, ça paye. Et nous, je voulais me rassurer personnellement. Et je peux même aller plus loin. J'ai discuté du prix avec la DG, mais je ne dirai pas le montant. Oui, J'ai discuté du prix. je connais. Dis, si les opposants demandent aussi, donnez-leur le même prix. Et nous sommes restés là. Et j'ai demandé tous les 2 jours à la DG, est-ce que les opposants sont venus? Non, ils ne sont pas venus. Est-ce qu'ils sont venus? Non. J'ai dit, OK, nous allons organiser les débats contradictoires qu'on a eu à le temps de faire avec les candidats présidents. Mais personne, il y en a qui ne sont pas venus. Mais alors, Président, est-ce que vous n'êtes pas choqué aujourd'hui qu'une information, parce qu'une information, elle est gratuite, une information puisse payer pour une chaîne de télévision au même titre qu'une communication? Oui, ça paye. Une information? Là, ça dépend de quelle information. Si l'information a un caractère de sensibilisation ou je veux dire, de publicité, ça paye. Si vous voulez que votre image soit connue, payez pour ça. Ça paye cher, vous savez. Okay. Ça paye cher. Nous sommes d'ailleurs la télévision qui facture voilà, moins cher. Chez nous, on paye moins cher. Allez-y aux États-Unis, demandez combien paye Biden, combien paye Donald Trump, combien payent les autres pour leur communication politique. C'est extrêmement cher. Chez nous, nous ouvrons même, nous essayons de nous ouvrir. Mais lorsque les gens perdent de la confiance aux institutions, ça amène généralement à ces choses-là. Alors aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes policier des médias. Est-ce que pour la chaîne comme la RTNC, imaginez qu'il y ait un dérapage, c'est quoi la sanction pour la RTNC? La même sanction que tout le monde, que toutes les chaînes. Même? Oui, la même sanction. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui capable de pouvoir retirer le signal ou la diffusion des programmes de la RTNC? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Donc si la RTNC diffuse là, juste aujourd'hui, ça veut dire que la RTNC, depuis que vous êtes là, n'a jamais dérapé? Non, pas au point d'avoir une sanction, genre 3 mois, 4 mois, non, pas encore. Ils n'ont pas encore atteint ces niveaux-là. Vous faites passer un discours de haine à la télévision nationale, vous êtes sanctionné. De la même manière comme toutes les privé ou public? Privé ou public. Et d'ailleurs, public, ça va être beaucoup plus sévère. En fait, avant de commencer, j'ai appelé tous ces médias. J'ai eu des entretiens francs avec Madame la DG de la RTNC. On a eu un peu de parler. C'était quelqu'un de très civilisé. Nous avons discuté. J'ai fait comprendre mon point de vue. J'ai dit, écoutez, il y a des lignes, on ne franchira pas. Et jusque-là, ces lignes ne sont pas encore franchies. C'est vrai qu'il y a peut-être des petits dérapages liés aux hommes. On est tous des humains. Ça peut arriver qu'on se trompe à ceci ou à cela. Mais jamais des dérapages aussi graves que ça. Alors, lorsque vous voulez décider, par exemple, de la coupure d'un signal ou des programmes d'une chaîne de télévision, la décision, elle émane du président ou la décision doit être issue de la plénière? À 2 niveaux. Allez-y. La plénière, quand c'est des décisions définitives. Le bureau, quand c'est des décisions urgentes et provisoires. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. C'est la loi. C'est notre loi. C'est notre loi, c'est notre règlement. C'est la loi. D'ailleurs, je vous enverrai même notre loi et notre règlement. Vous allez plutôt lire calmement et vous allez voir que ce que je vous dis est conforme. Pourquoi vous avez coupé Perfect Télévision? Alors, je crois qu'une première et une deuxième fois. Et les propriétaires ou les responsables des chaînes se sont plaints du fait que c'était une décision qui est venue du président lui-même et que la plénière n'avait pas décidé. Non, c'est pas vrai. Le président ne décide pas, malheureusement. Il ne décide pas seul. Le président décide toujours soit avec la plénière, soit avec les bureaux. C'est pourquoi, dans ma décision, il n'y a vraiment pas de décision où je suis le seul à signer. Ce n'est pas l'information que j'ai reçue. Ben, vous avez d'ailleurs appelé le DG, je crois, ou le juridique de Bluesat, monsieur Serge, et vous lui avez demandé de pouvoir couper. Il vous a posé la question de savoir pourquoi. Vous avez dit instruction de la présidence. Non. Vous n'avez jamais dit ça. D'abord, écoutez, ce qui est faux, c'est que si je dois appeler un média, ils n'auront même pas la question ils n'auront même pas à me poser la question pourquoi. D'abord, ça ne se pose pas la question pourquoi. Moi, quand je donne j'instruis. Tu n'as pas à me dire pourquoi. Et pour que moi, je vous dise, c'est la présidence. Non, c'est déjà un scénario inimaginable. Si j'instruis. Et ce n'est pas, on ne discute pas. Mais je crois qu'un jour, ils vont vous sortir ces preuves-là. Peut-être qu'aujourd'hui. Quelle preuve? Toute cette scène-là dont je suis en train de parler. Non, ils vous diront autre chose. Si ça doit être fait, voici ce qu'ils vous diront. Le président nous a appelé, nous a dit de couper. Et il n'a pas donné des raisons. Parce que je ne suis pas tenu de donner des raisons. J'ai dit coupez ou vous coupez. C'est tout. Et si vous ne coupez pas, vous avez des problèmes après. Alors pourquoi vous avez coupé Perfect. Alors, d'abord, il faut revenir dans le contexte. Pas seulement pour Perfect, mais pour tous les autres médias. Je vous donne l'exemple d'un média type. Comment ça se passe?
Lorsque un média est accusé ou nous estimons qu'il y a eu de dérapage, nous commençons par inviter les médias. Nous vous invitons. Et si vous ne venez pas, Inviter le responsable. oui, le responsable, le directeur de programme qui est Oui. notre interface, Oui. nous vous invitons. Si vous ne venez pas, nous recommençons nous lançons une deuxième invitation, ce qui n'est même pas légal. Donc on peut s'arrêter à la première invitation. Mais nous faisons comme la deuxième invitation. Dans certains cas, nous faisons la troisième invitation. Mais si, malgré les invitations, vous ne venez pas, sanctionnons. Tout de suite. Et ça veut dire que ces invitations-là ont été lancées et les responsables ne se sont pas présentés. Oui, bien sûr. Tous les médias qui ont été sanctionnés, pour la plupart des cas, c'était pour deux raisons. Soit ils ont refusé de venir, ou alors ils sont venus et ils n'ont pas convaincu, on les a sanctionnés. Mais dans une certaine mesure, lorsque ce sont des faits graves, par exemple, vous êtes en train de diffuser des contenus qui n'ont rien à voir avec ce que la loi demande, bien on ferme votre média. Je vous donne un exemple. Nous nous disons que pendant la période électorale, pas d'émission à téléphone ouvert. D'accord? Pas de direct sans qu'on le sache, puisqu'il faut qu'on sache. Vous allez faire un direct, au moins on a une idée de ce qui va se passer. Pendant la période électorale. Pendant la période électorale. Mais si pendant la période électorale, vous tournez une émission de 6h à 18h, un direct, dans le but de décourager la population de ne pas aller aux élections, de ne pas aller voter, et vous faites passer des vidéos qui ne sont même pas dans le format, n'est pas connu chez nous, vous faites un direct à la télévision où vous recevez des appels qui ne sont pas filtrés, c'est pas parce que vous êtes en toto que l'on va s'arrêter. On ferme immédiatement. C'est de l'abus. Quel abus? C'est pas de l'abus. Mais pourquoi pas des émissions en direct? Non, mais parce que la loi le dit comme ça. Si nous faisons une loi, parce que quand on fait ça, nous publions une directive. Et nul n'est censé ignorer la loi. Nous marchons en fonction de ce que la loi dit. Et quand on fait la directive, nous appelons tous les médias. Nous vous donnons la directive. Vous lisez la directive. Donc, vous avez pris connaissance de ces choses-là. Nous disons, pour cette période, évitons les téléphones ouverts, non filtrés. Pendant cette période, évitons tel discours. Pendant cette période, évitons ceci, évitons cela. C'est de notre... C'est nous, le CESAC. C'est nous qui décidons de comment ça doit se passer. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune idée de comment commence une guerre civile. Le Rwanda connaît bien ce que c'est la radio Mille Collines. Ça a commencé comme ça. Des appels à la télé, à la radio, des appels à la haine, des incitations, tout ça. Et on se retrouve dans une situation, on parle de génocide aujourd'hui. Donc, nous ne voulons pas que le Congo connaisse une pareille situation. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre des mesures qui pouvaient encadrer cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'avait pas rencontré ces problèmes. Voyez-vous qu'on a passé des moments formidables parce que on avait déjà pris des précautions en avant. Et puisqu'on avait pris des précautions en avance, pardon, on n'a pas eu de problème après. Mais si on n'avait pas été sévère, en tout cas aujourd'hui, on allait compter des choses. Puisqu'il y a eu des choses qui sont passées à la télévision, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas vous imaginer. Énormément de questions. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, Président. Ah, déjà. Oui, alors, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre appréciation du fait que certains politiques sont à la fois propriétaires ou directeurs généraux des chaînes de télévision? C'est notre plus grand problème. C'est notre plus grand défi. Nous nous battons pour dépolitiser aussi cela. Exactement. Oui, c'est ce que nous avons comme problème parce que la télé au Congo appartient à qui? Les médias appartiennent à qui? Aux politiciens, aux confessionnels et aux musiciens. Peu seulement aux journalistes. Et moi, je suis content de vous voir en train d'animer des émissions comme ça. J'imagine que demain, vous aurez vos propres médias. Et lorsque les médias seront entre les mains des journalistes, on aura moins de problèmes. Alors, vous voulez dépolitiser, ça veut dire que vous voulez mettre fin du fait que les patrons des médias qui sont politiques aient une main mise sur leurs propres médias. Vous pouvez avoir votre main mise, mais financièrement, pas idéologiquement. Il faudrait qu'on évite un peu cela parce qu'on va faire un peu comme l'Italie. Berlusconi peut avoir beaucoup de médias, mais ce n'est pas la pensée de Berlusconi qui passe dans ces médias-là. Il faudrait laisser l'expression du journalisme s'opérer convenablement et il faut avoir une distance entre les politiques et les médias. Alors, dernière question. Vous avez suivi le cardinal en Bongo avec les propos. Quelle est votre réaction, vous, en tant que président du CESAC? Aucune raison, noble soit-elle, ne peut justifier la pratique du mal. On ne peut pas recourir à la guerre. Parce que si seulement à cause d'une petite frustration, tout le monde doit aller à la guerre. Frustration qui a été frustrée. C'est ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, on a créé des frustrés, c'est pourquoi ils sont allés se retrouver dans la rébellion. C'est extrêmement grave. Donc pour vous, ils justifient leur acte. Mais il a justifié, et c'est ce qui est malheureux. J'aurais souhaité, personnellement, que le cardinal revienne sur ce propos. Il est le père de l'Église. Il ne peut pas diviser par ses propos. Et le silence d'un homme juste fait plus mal que l'arme d'un criminel. Il ne peut pas rester silencieux sur la question.
il faut à son niveau qu'il condamne les actes. Autant qu'il condamne la mauvaise gestion, on aurait bien voulu qu'il condamne avec la même sévérité la guerre. Et surtout les Congolais qui acceptent de prendre les armes contre leur propre pays parce qu'on leur a pris les carrés miniers, parce qu'on leur a pris un peu de... Voilà, tout ça. Mais seulement, malheureusement, nous, en tant que... Comme c'est le SAC, par exemple... Mais Mamba qui est parti là-bas, on n'a pas pris un carré de minier de Mamba. Oui, mais quand on perd les élections, vous voulez qu'on fasse quoi, généralement? Mais c'est ça la raison, malheureusement. Quand on perd une élection, on va en guerre. Quand on a... Voilà, on ne sait pas payer son propre loyer et que le bailleur vous met à la porte, vous allez à la guerre. Mais quand quelqu'un a gagné et a des preuves qu'il devait être député, et que vous mettez quelqu'un d'autre, vous nommez, ça dérange. Une preuve devient irréfutable lorsqu'elle est acceptée par les organes attitrés. Ce n'est pas vous qui validez vos preuves. Nous ne sommes pas dans une république des preuves. Si toi, tu as tes preuves, moi, j'ai mes preuves, finalement, la preuve de qui va l'emporter? C'est pourquoi nous avons des institutions pour dire vrai sur ces preuves. Les juridictions disent vos preuves sont bonnes et les vôtres ne sont pas bonnes. Et si les institutions sont également dans la magouille? Non, on n'est pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes des humains, nous commettons des fautes et des erreurs, mais nous devons avoir une petite confiance à ces institutions-là. Puisqu'on n'en a pas deux, on n'en a pas trois. Nous n'avons que ça. Si aujourd'hui vous vous opposez à la Cour constitutionnelle, vous allez être d'accord avec quoi? Si vous vous opposez à la présidence de la République, vous allez être d'accord avec quoi? Si vous vous opposez au CESAC, vous serez d'accord avec quoi finalement? Mais vous êtes un homme de droit, la Cour constitutionnelle revient sur ses propres arrêts. Ça frise. Non, mais ça frise pas, mais c'est possible. Une Cour peut revenir sur ses propres décisions. C'est pas ce qui est écrit. Non, c'est justement ça. Qu'est-ce qui est écrit? C'est où? Les arrêts de la Cour sont imposables à tous. Ça, c'est le principe et l'accompagnement de ce principe. Et l'exception à ce principe. Tous les principes juridiques sont interprétables. Et ce n'est pas n'importe qui interprète ces arrêts-là. C'est ça le plus grand problème, celui-là. Moi, quand les gens me disent, vous êtes dépendant du président, mais ils ne comprennent pas que j'ai un serment d'ingratitude. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le président de la Cour suprême, le président voilà, de la Cour du CESAC, le président des institutions d'appel à la démocratie, ont un serment d'ingratitude ou une attitude d'ingratitude. Mais est-ce que ces principes-là, on le comprend? Ou est-ce qu'on le connaît? Non, ça veut dire qu'il y a des arrêts qui viennent interpréter les autres arrêts. Ça arrive. Donc, c'est pourquoi je me dis toujours, les gens devraient... Mais le cardinal ouais. gère les gens, gère la société, gère les membres d'église. Les cardinals voient la souffrance atroce des fidèles. Je crois que c'est un cœur sincère qui a parlé. Non, oui, mais donc, il ne voit que ça, mais il ne voit pas les tueries à l'est de la République. Il ne voit pas ces gens qui tuent là-bas pour avoir le pouvoir. Donc, mais dans ses homélies, il a toujours parlé de ça. Non, mais c'est pas la première fois. Non, il faudrait qu'on soit d'accord sur une question. Le mal reste le mal, même si les anges le font. Le bien reste le bien, même s'il est fait en enfer. Et la justice commence quand on respecte cette mesure-là. Quand on est père de l'Église, on prend de position contre ce qui est fait négativement. Partout. Il condamne la corruption. Je suis d'accord. Il condamne la mauvaise gouvernance. Je suis d'accord. Mais comment on ne condamne pas la guerre? Comment on ne condamne pas sévèrement ceux qui font la guerre parce qu'ils veulent avoir le pouvoir? En réalité, qu'est-ce que les autres là font? Ils revendiquent quoi? Peut-être pour lui, il faut appliquer l'article 64. Non, mais l'article 64, il faut bien le lire. L'article 64 a un verrou aussi. Oui. Si vous vous soulevez pour détruire, pour descendre un régime légalement établi, mais la force revient à la loi pour remettre de l'ordre. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et voilà, donc, il ne faudrait pas que le cardinal fasse des sorties médiatiques à chaque fois qu'il y a des événements politiques. Mais non. Sinon, ça ne va pas être... Quand on parle de la loi de peine de mort, le cardinal sort pour lui aussi donner son point de vue. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Cette émission est terminée. Ouais. On vous considère comme agent de l'ANER, un proche du président de la République. Qu'est-ce que vous en dites? Qui est ce citoyen qui n'aimerait pas être proche d'un président? Qui? Sous ces soleils. Honnêtement. Qui est celui-là? Quand ceux qui me disent donc vous êtes à son service? Non. Nous sommes au service du pays. Et c'est lui qui gère ce pays, c'est le président de la République. Donc moi, ça ne me dérange pas de l'être. Il est le président, il est le garant de toutes les institutions. Moi, je suis le chef d'une institution. Donc ça ne me dérange pas d'être ça me dérange pas d'être très proche du président de la République. ANER. Mais non, l'ANER, non, je suis un service. Je suis un service, moi. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Oui, bien sûr, oui. J'entends. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas. Mais nous tous là, nous sommes des agents de l'ANER. Non, moi je ne le suis pas. Peut-être vous ne savez pas ce que c'est l'ANER. Comment ça? Je ne sais pas ce que ça veut dire l'ANER. Mais ce sont les renseignements. Oui. Aujourd'hui, si vous voyez les rebelles entrer, vous n'allez pas informer. C'est que vous dites tous les jours dans vos émissions, vous dénoncez quoi? C'est des renseignements que vous donnez. Mais pour trahir vos propres amis? Quels amis? Je ne sais pas. Visiblement, vous avez des différends avec Peter Tiani.
Je suis chef d'école, je suis chef d'institution. Bien sûr. Je ne peux pas avoir un point avec un de mes... Un problème qui date et qui vous a également trouvé président du CENSA. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Vous allez vous rendre compte que je suis quand j'étais journaliste, je n'avais jamais de point avec les gens. Il y a une chose que j'évite dans ma vie, c'est d'avoir de points avec les gens. Jamais. En fait, le problème, c'est on ne peut pas non plus plaire à tout le monde, ce qui est sûr. Mais et puis après, on ne peut pas justifier la méchanceté des gens voilà, contre nous. C'est pas possible. Les gens sont libres de vous aimer, ils sont libres de ne pas vous aimer. Mais malheureusement, ils sont obligés de vivre avec vous. Et c'est ça le plus grand problème pour moi. Donc, je n'ai aucun problème. La preuve, vous êtes là, vous et moi, c'est la première fois qu'on tourne une émission. On n'a jamais eu de problème. Bah, pourtant, même quand on était journaliste, on avait deux positions totalement opposées. Cependant, on a jamais de problème. Donc, pour ça, ne vous en faites pas. Merci. On continue à rester professionnel. Je suis aujourd'hui le président du CESAC. Je gère les médias et tous les patrons des médias sont directement mes partenaires, donc mes collaborateurs. D'ailleurs, on aura un dîner dans peu de temps. Je vous inviterai, j'inviterai tout le monde, même ceux dont vous parlez. Merci pour l'invitation. Alors, cette émission est terminée. Merci, Président. Je rappelle que vous êtes président du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Merci d'être venu dans cette émission répondre à nos questions. Je reviendrai encore, si vous me... Merci. Cette émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir.